Vous souvenez-vous quand c'était sympa d'aller sur Internet, quand c'était nouveau, avec des mèmes, des vidéos de chats et des mashups, avec de l'espoir et du changement? Je me suis connecté pour la première fois à l'aube du siècle dernier. Dès lors, je n'ai cessé de surfer sur Internet et de réaliser des films sur Internet. Je pensais que confier Internet aux citoyens était un gage de liberté et de démocratie. Ça n'a pas été le cas. Les grandes entreprises d'Internet n'agissent pas comme nos amis. Des hackers véreux ont détourné notre attention, renversé la démocratie. Internet est devenu vieux, voire ennuyeux. Et moi aussi. À présent, il me semble que c'est moi contre les écrans et que ce sont les écrans qui gagnent. Internet nous a volé toute notre attention. Un jour, on se réveille avec une brosse à dents intelligente, les exercices physiques de toute la famille sont enregistrés dans le cloud et le réfrigérateur parle à votre téléphone. Comment en sommes-nous arrivés là? Il me semble que nous vivons à une époque où tout ce qui n'est pas connecté à Internet est en train de l'être. Je pense encore qu'Internet a un but plus important, mais c'est de plus en plus dur de continuer à y croire. Je m'appelle Brett et mon objectif est de comprendre le nouvel Internet. L'Internet de tous les possibles. CES, c'est parti les nerds. Le Consumer Electronics Show est la plus grande vitrine de gadgets en Amérique. Salut? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une toilette automatique pour chat. Est-ce que c'est connecté à Internet? Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est un système d'arrosage intelligent. Ça se connecte à Internet? Oui, bien entendu. Cette couche se connecte-t-elle à Internet? Oui, elle vous indiquera le degré d'humidité et s'il y a de l'urine ou des selles. La grande tendance de cette année, la maison connectée. Voici notre robinet de cuisine tactile, qui peut être activé sans contact, manuellement et désormais aussi par la voix. Grâce à Apple, Google ou Amazon, les consommateurs peuvent ouvrir et fermer le robinet. Ok Google. Voici nos toilettes Numi 2.0. On a parlé un peu des toilettes intelligentes, votre Amazon Alexa est en fait intégré dans ce produit. Si vous passez du temps dans cet espace, utilisez Amazon Alexa pendant que vous êtes ici pour créer une ambiance, jouer de la musique, changer les lumières que vous venez de voir. Ainsi, toutes les fonctionnalités d'Alexa sont intégrées dans les toilettes. En général, ce n'est pas l'endroit où je veux qu'Internet se trouve. C'est vrai. Pourquoi avez-vous mis Internet dans des toilettes? Ce n'est pas pour que vous l'utilisiez pendant que vous êtes sur les toilettes, c'est pour que vous l'utilisiez pendant que vous êtes dans cette pièce. C'est donc par les toilettes que l'on fait entrer le micro dans cette pièce. Alexa et Google Home ont déjà des micros intégrés. C'est en quelque sorte un cas d'utilisation qui a du sens. Vous pouvez demander au microphone de ne pas s'allumer, naturellement. Vous pouvez désactiver le microphone. Vous pouvez à tout moment désactiver le microphone, comme vous pouvez le faire avec Amazon et Google. D'accord, je suis convaincu. C'est entendu. Un microphone installé dans mes toilettes est le dernier exemple en date d'une entreprise technologique qui se rend indispensable. Voilà pourquoi elles doivent rendre intelligentes toutes les choses idiotes qui se trouvent dans ma maison. Ouvrez la poubelle. À la CES, on constate que Google et Amazon s'affrontent avec leur assistant connecté, essayant de prouver qui est le plus intelligent et qui a le plus d'utilité. Lequel est présent dans des milliards d'appareils et qui va gagner la guerre des assistants intelligents. Ces entreprises ont un tout nouveau point de vue sur votre vie. Il y a un ordinateur dans votre chambre, un ordinateur dans votre salon, un ordinateur qui vous écoute et avec qui vous parlez. Vous êtes même amis avec lui. Pourquoi Google ou Amazon voudraient construire cela? C'est totalement évident pour moi. Le business de Google n'est pas une activité de moteur de recherche, mais d'en savoir le plus possible sur vous. On dirait qu'hier encore, quand je surfais sur le web, Google essayait juste de m'aider dans mes recherches. Aujourd'hui, il s'agit d'une énorme méga coopération. Mais qui peut savoir quelles seront les conséquences de la connexion de nos maisons à Internet? Selon Wikipédia, d'ici 2020, donc maintenant, 30 milliards d'appareils feront partie de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Un drone livreur de pizza. Ce phénomène est le résultat inévitable de l'utilisation d'ordinateurs de plus en plus petits.
Vous commencez par les ordinateurs industriels très coûteux. Il y en avait un au MIT que tout le monde partageait. Puis, ils sont devenus moins chers. Les gens ont commencé à en avoir chez eux. De même avec les téléphones portables, et c'est là que les humains étaient pour la première fois traçables en ligne. Enfin, les objets connectés nous permettent de mettre en ligne tous les produits électriques de notre maison. Dès que quelque chose a de l'électricité, il sera connecté par Wi-Fi. C'est l'Internet of Things. Le secteur de l'Internet of Things est une véritable ruée vers l'or. Ses possibilités sont illimitées quand votre mission est de connecter tout ce qui se trouve sur Terre. C'est une mine d'or pour la Silicon Valley. Est-ce que San Francisco est aussi agréable qu'on le dit? Oui, on y trouve les entreprises qui façonnent notre monde, pour le meilleur et pour le pire. Airbnb, Facebook, Google, ces entreprises opèrent ici. Elles ne sont pas à Brooklyn, mais à San Francisco. Si vous avez 22 ans et que vous voulez faire fortune aux États-Unis, vous venez dans la Silicon Valley. La réussite des objets connectés est due au fait qu'il rend la vie plus pratique et l'humain est prêt à beaucoup pour avoir plus de confort. Afin de me faire une idée de ce que mes collègues nerds allaient mettre sur le marché dans les prochaines années, j'ai participé à une journée de présentation à l'intention des investisseurs. Nous voyons les produits de manière plus intéressante quand ils sont connectés. Cela améliore le processus auquel ils participent en raison de l'accès aux données. Qu'il s'agisse d'un produit de technologie de la santé qui vous aide dans votre propre santé ou d'un produit qui favorise un processus de fabrication industrielle, tout ce qui ressemble en quelque chose à un cheval de Troie, permettant d'accéder à un monde plus vaste, nous trouvons cela très intéressant. Dans toutes les startups que j'ai visitées, on connectait quelque chose à Internet pour la première fois. Et l'une d'entre elles collectait des données depuis l'intérieur d'un corps humain. Voici Keg, c'est un appareil qui vibre lorsque vous faites des exercices de plancher pelvien. Le Keg saisit les données sur la fertilité. Elles sont transférées dans le cloud et vous obtenez par la suite un résultat de fertilité. Vous pouvez exporter ces données et vous connecter avec un spécialiste. C'est un Fitbit très cool pour votre vagin. Prenons l'exemple d'une femme en bonne santé. Voici sa période d'ovulation et ici nous retrouvons la période durant laquelle elle est en capacité de concevoir un enfant. Son meilleur moment était ici. En revanche, nous avons ici une femme qui a des problèmes d'équilibre hormonal. Ses chances de concevoir sont plus faibles. Il existe un écart considérable entre les données réelles, ce qui se passe à l'intérieur de vous et la science. J'aide donc beaucoup les femmes. La moitié de mon équipe est composée de femmes, d'ingénieurs. Et à chaque fois, nous fabriquons quelque chose. Nous le testons immédiatement. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme fondatrice dans un monde aussi geek? Oh, c'est affreux. Pourquoi? Car le marché est considérable. Présenter un produit pour les vagins à des investisseurs masculins constitue un réel défi. Et combien de temps il vous a fallu pour réaliser tout ça? Pour passer de ce produit à celui-là, 8 mois. Une seconde. A-t-on franchi une limite? Faut-il bannir le corps humain d'Internet? La start-up de Christina est en train de repousser ses limites, à l'instar des nombreux objets portables qui rejoignent l'Internet of Things. Certains fabricants mesurent notre respiration, notre sommeil. Ces données sont envoyées à nos téléphones et dans le cloud. Ensuite, elles deviennent une ressource. Les entreprises sont libres de décider de l'usage qu'elles veulent en faire et parfois de les vendre. Aux États-Unis, le courtage de données est un secteur d'activité très important. Auparavant, ces informations servaient à des fins marketing, mais aujourd'hui, elles sont de plus en plus utilisées dans le domaine de la santé et de l'assurance maladie. Ils vous classent et vous notent sur la base de la définition de leur algorithme, qui détermine si votre vie entraîne des habitudes saines ou malsaines. Les conséquences de ces observations de données peuvent se traduire par des tarifs plus élevés. On observe une prolifération d'appareils capables de suivre nos données de santé. Mais la technologie va plus loin que ce que la loi prévoit, qui met en place des moyens pour protéger les consommateurs. Ainsi, les données peuvent être utilisées de bien des manières dont certaines que la plupart des gens n'auraient jamais imaginées. Voici Eric. Il souffre d'apnée du sommeil et utilise une machine CPAP pour dormir la nuit. Je ronfle vraiment fort et j'empêche ma femme de dormir.
Donc pour éviter ça, je mets un appareil sur le visage. C'est affreux, mais on le fait par amour. Cependant, Eric ne savait pas que sa compagnie d'assurance enregistrait ses ronflements pour vérifier s'il utilisait correctement l'appareil. Puis il a reçu un coup de fil. Ils m'ont dit « Ah, il paraît que vous n'avez pas respecté les règles ?» J'ai dit « Comment ça, je ne les ai pas respectées ?» Ils ont répondu « Eh bien, il semble que vous n'ayez utilisé le masque que pendant 3 heures. » Et c'est à ce moment-là, pour moi, que l'enregistrement s'est arrêté. Pauvre Eric, son assurance a utilisé ces données contre lui. En effet, sa compagnie d'assurance privée américaine lui a refusé l'achat d'un nouveau masque au motif que les données montraient qu'il n'utilisait pas l'appareil correctement. Donc si j'ai bien compris, la raison pour laquelle vous ne me le donnez pas et que je n'ai pas respecté les règles, et la raison pour laquelle je n'ai pas respecté les règles, c'est que vous ne me donnez pas ce que vous devez me donner. C'est fou! C'est la raison pour laquelle nous avons créé KEGG. Il s'agit d'un appareil à usage domestique qui analyse l'environnement vaginal en vue de déterminer la fertilité. Il recueille donc des données relatives à cette dernière. Les chercheurs s'interrogent également sur la manière d'utiliser nos données pour de futures recherches, sachant que nous collectons également des données sans avoir encore à quoi elles pourraient servir. Les médecins spécialistes dans la fertilité vont vous détester. Le gagnant de notre session est KEGG. Ceux qui ont le plus besoin de ces données sont nos utilisateurs. Ils souhaitent connaître leurs données de santé. On va donc essayer de développer notre modèle pour pouvoir le monétiser. Toutefois, je vais éviter de les vendre à des tiers, sous peine qu'ils ne créent un jour un modèle d'assurance pénalisant pour les femmes à risque. Ce serait incroyable. Dites-nous en plus à ce propos. Nous ne voulons pas défavoriser quelqu'un dans le système de soins de santé sous prétexte qu'on dispose de ces données. Par exemple, votre brosse à dents électrique sait à quelle fréquence vous brossez les dents, donc la possibilité que vous ayez un problème dentaire, ce qui pourrait affecter ensuite votre taux d'assurance. Et si une femme a ou aura des problèmes de fertilité, voudriez-vous que son assurance soit plus élevée? Personnellement, je ne le souhaite pas. C'est bizarre et troublant de vivre dans le futur. J'aime ce que fait Christina, mais je regrette qu'elle n'ait pas de garantie juridique. Avec Internet, on ne connaît pas réellement les pires scénarios avant qu'ils ne se produisent. Et on dirait toujours que ce qui arrange certaines personnes soit un véritable cauchemar pour d'autres. Je m'appelle Ferial Nigem et je suis une survivante de la violence domestique, plus particulièrement de l'utilisation abusive de la technologie. Mon agresseur s'est servi de notre maison intelligente contre moi. Il l'a transformée en moyen de contrôle et de harcèlement. Tout pouvait être contrôlé par des applications. Il n'avait même pas besoin d'être sur place, tout se faisait à distance. Il a utilisé la maison contre moi par la privation de sommeil, ce qui a vraiment augmenté mon angoisse. À 1h du matin, je dormais profondément et tout à coup, le système de sonorisation diffusait une horrible musique. Je me réveillais vraiment en état de choc. C'est angoissant parce qu'il faisait nuit noire. J'allais prendre mon iPad, j'essayais d'éteindre le système. Il allumait et éteignait la lumière, la télévision, le système audio. Cela se produisait pas seulement quelques minutes, mais pendant 4, 5 ou 6 heures. Il utilisait la technologie pour m'harceler, me traquer à l'intérieur de ma maison. Malgré tous les efforts que j'ai déployés pour lutter contre les traumatismes, c'est difficile. C'est un déclencheur d'en parler, puisque ça me ramène à cette nuit-là, à ces moments-là, où je me sentais désespérée. En effet,
Nous perdons toute une partie de notre autonomie et de notre puissance humaine au profit de ces appareils. Toujours, constamment, tous les jours. Les situations de violence utilisant des technologies domestiques intelligentes me fait réaliser la gravité de la situation. Les choses vont vraiment mal et je ne suis pas le seul à le ressentir. Alors que je réalisais ce film, notre rapport à Internet et leurs acteurs a atteint un niveau historiquement bas. Même les dirigeants d'Internet se sentaient coupables. Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social et le fonctionnement de la société. J'aurais honte à votre place. C'était une grosse erreur et c'était mon erreur. Je me sens extrêmement coupable. Et je suis désolé, je suis vraiment désolé que ça soit arrivé. Véritable percée scientifique, l'Internet est puni par les dieux. Les villes intelligentes seront truffées de capteurs. Votre matelas surveillera vos cauchemars. Votre réfrigérateur émettra des bips pour vous demander plus de fromage. Des données. L'ordinateur dit oui ou l'ordinateur dit non. Le Terminator aux yeux roses est revenu du futur pour anéantir la race humaine. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On vit une transition douloureuse causée par Internet et les choses vont devenir de plus en plus bizarres. Jeremy Rifkin a étudié d'autres périodes de changement massif. Selon lui, ces périodes apocalyptiques de perturbations numériques constituent un modèle. En effet, nous vivons une révolution numérique qui affecte la société et la planète. Il est donc nécessaire d'en comprendre toutes les implications. Et pour cela, le meilleur moyen est de prendre du recul et de s'interroger sur la manière dont ces changements technologiques majeurs s'opèrent. À un moment donné, dans une civilisation, 3 technologies décisives vont émerger et converger. Tout d'abord, les nouvelles technologies de la communication destinées à gérer plus efficacement notre vie économique et sociale. Ensuite, de nouvelles sources d'énergie pour dynamiser notre vie économique, notre vie sociale et notre gouvernance de manière plus efficace. Enfin, les nouveaux modes de mobilité et de logistique pour déplacer plus efficacement notre vie économique et sociale et notre gouvernance. Ainsi, ces nouvelles révolutions de la communication associées au nouveau régime énergétique et aux nouveaux modes de mobilité et de logistique sont en train de transformer la manière dont une civilisation organise sa vie collective. Selon Rifkin, le déclenchement de la première révolution industrielle est dû à une nouvelle source d'énergie, le charbon, qui a permis d'alimenter un nouveau moyen de communication, la presse à vapeur et le chemin de fer. Les locomotives, les transports nationaux, les premiers grands centres urbains industriels et nos modèles d'entreprise ont évolué vers un capitalisme de marché. La seconde révolution industrielle aux États-Unis, une autre convergence de la communication, de l'énergie et de la mobilité qui a tout changé. Imaginez que, pour la première fois dans l'histoire, à la fin du 19e siècle, des gens utilisent ce petit appareil et que leur voix parcourt virtuellement des milliers de kilomètres à la vitesse de la lumière. Ensuite, la radio et la télévision, aux États-Unis, ont convergé avec une nouvelle source d'énergie, les puits de pétrole du Texas. Puis, Henry Ford a mis au point un moteur à combustion interne alimenté par le pétrole. Nous sommes passés de marchés nationaux à des marchés mondiaux. Notre mode de vie a changé. Au cours des 2 dernières révolutions, nous avons hérité d'un monde alimenté par le pétrole. Cela nous a conduit à affronter la plus grande crise qui soit. La deuxième révolution industrielle est en train de disparaître. On le sent, on le perçoit. Nous nous trouvons maintenant à l'aube d'une 3e révolution industrielle. Le World Wide Web existe depuis 30 ans. Il y a 3,5 milliards de personnes qui sont connectées numériquement. Aujourd'hui, cet Internet de la communication relie l'humanité et converge avec les énergies renouvelables. Des millions de personnes produisent leur propre énergie solaire et éolienne, tandis que ce qu'elles ne consomment pas est réinjecté dans un réseau électrique numérisé. Selon la thèse de M. Rifkin, les communications et l'énergie sont déjà en ligne. Le jour où les véhicules autonomes se connecteront aux routes intelligentes via Internet, la 3e révolution sera entièrement réalisée.
La communication Internet, numérique. Les énergies renouvelables d'Internet, numérique. Pour gérer l'énergie et aussi faire avancer l'économie et la société, il s'appuie sur une plateforme. Et c'est ça l'Internet of Things. Pas besoin d'attendre les voitures autonomes pour voir à quel point la façon dont nous nous déplaçons a changé. Shenzhen est la ville qu'Internet a construite. Lorsque nous commandons un produit électrique sur Amazon, nous déclenchons une chaîne d'événements. Le marché Huaqiangbei. 90% de l'électronique mondiale passe par Shenzhen. Ce qui explique que cet ancien village soit passé de 30 000 à 12 millions d'habitants en 30 ans. De nombreuses entreprises technologiques chinoises, telles que Tencent, Alibaba et Huawei, y occupent une place centrale. Les chaînes d'approvisionnement en produits électroniques sont les plus avancées au monde. Chacune de ces cabines est en fait le siège d'une usine située dans la banlieue de Shenzhen. Dès que je passe ma commande, Internet me connecte à cette usine. Si vous voulez fabriquer un nouvel appareil pour l'Internet of Things, il n'y a pas d'endroit plus rapide que Shenzhen. On y trouve toutes les pièces nécessaires à la fabrication d'un appareil. Voilà pourquoi Christina s'est jointe au défilé incessant de start-up venant à Shenzhen et a créé le prototype Keg. Je suis venue à Shenzhen car c'est ici qu'il est possible de fabriquer des prototypes rapidement. Par exemple, aux États-Unis, il faut une éternité pour réaliser un prototype, alors qu'ici, on peut tout faire en une journée. Tout est nouveau, comme par exemple cette station de métro. Elle n'était pas ouverte il y a un an. Ils avancent très vite. La Chine est en train de devenir la nation phare de la troisième révolution industrielle. Ce n'est pas très connu en Occident, mais les dirigeants chinois ont compris que le CO2 est un gros problème. Le président du réseau électrique national a annoncé une initiative massive dotée de plusieurs milliards de dollars, à présent opérationnelle dans le cadre du nouveau plan quinquennal, visant à numériser l'ensemble du réseau des services publics, à produire sa propre énergie et à renvoyer au réseau ce dont il n'a pas besoin. Actuellement, des millions de véhicules électriques sont mis en circulation. Il est difficile de ne pas être impressionné par la rapidité de la Chine. Mais les implications pour la connexion d'une société entière vont au-delà des réseaux d'énergie intelligents et peuvent être plus effrayants. Les villes chinoises enregistrent des données fournies par des millions de caméras de surveillance, les transports publics et les capteurs installés dans les bâtiments. Ces données sont employées pour savoir où se trouvent les gens et ce qu'ils font. Si vous habitez à Guangzhou, vous contribuez à une expérience visant à modifier le comportement des citoyens, connue sous le nom de crédit social. Nous allons maintenant prendre le bateau-bus. On peut utiliser notre carte de transport citoyen de Yangzhou sur nos téléphones pour monter dans le bateau. Je me suis servi aujourd'hui de mon score citoyen pour payer mon voyage. En réalité, le score citoyen est conçu pour promouvoir l'idéologie socialiste. On peut y gagner beaucoup de médailles dans plusieurs catégories. Faible émission de carbone, dons caritatifs, sport et loisirs. La catégorie faible émission de carbone correspond à l'utilisation de transports publics, le vélo ou la marche, qui vous permet d'accumuler des points et d'améliorer votre score citoyen. Actuellement, mon score est de 589. Je suis donc d'un niveau ordinaire, intermédiaire. Donc à quel point ça ressemble à Black Mirror? On gagne des points quand on se comporte bien, économiser du carbone, faire des dons aux organisations caritatives et faire de l'exercice. On peut échanger ces points de fidélité contre des produits gratuits. Toutefois, le gouvernement chinois a dressé une liste noire de 13 millions de citoyens utilisant des systèmes de ce type. Ils sont marqués comme malhonnêtes pour avoir traversé la rue en dehors des clous ou pour toute autre chose jugée antisociale. On peut interdire à ces utilisateurs de prendre l'avion, de contacter une assurance ou d'acheter une maison. Tout cela est lié à un système de paiement créé par Alibaba, qui a complètement remplacé l'argent liquide.
Son algorithme examine vos achats, un peu comme si Amazon était votre banque. Ceux qui travaillent pour ces deux systèmes savent probablement tout de moi. En effet, ces systèmes sont comme des portraits détaillés de vous. Ils connaissent votre mode de vie, votre personnalité et vos qualités. Oui, ils me connaissent peut-être mieux que moi-même. Que peut-on faire pour garantir que les gouvernements ne s'emparent pas de l'Internet of Things, de la révolution industrielle, et ne l'utilisent pour pirater les élections d'autres gouvernements? Ce phénomène commence déjà à se produire. Comment faire pour que les sociétés d'Internet, qu'il s'agisse de Facebook, Google, Amazon ou Alibaba, ne monopolisent pas Internet à des fins commerciales, ne le vendent pas à d'autres et, par le biais de la gouvernance algorithmique, ne guident pas nos vies? C'est ce qu'elles font déjà. En Amérique du Nord aussi, les algorithmes ont commencé à jouer un rôle dans la gestion des villes. Ainsi, Vancouver a été la première ville canadienne à déployer une police prédictive. Grâce à l'intelligence artificielle, les données relatives aux crimes passés sont analysées et permettent de prédire à quel endroit un crime pourrait se produire à l'avenir. Ce qui nous a incité à prendre cette mesure, c'est l'augmentation significative des infractions contre les biens. Comme vous pouvez le voir, durant ce premier trimestre, nous étions à 647 cambriolages résidentiels. Le 1er avril, nous avons mis en place une police prédictive. Ensuite, au début du deuxième trimestre, nous sommes passés à 438 cambriolages résidentiels. Il s'agit du chiffre le plus bas que nous ayons enregistré depuis 30 ans. Lorsque nous mettons ces données dans notre dispositif, il affiche les prédictions actives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 résidences. En résumé, parmi ces 6 sites, il y aura probablement quelque chose de suspect dans l'un d'entre eux. Cela fonctionne-t-il vraiment? Oui, vous avez vu les chiffres. Par conséquent, si un policier se rend sur les lieux, il a 30 à 60% de chances de pouvoir éviter un acte criminel. En effet, nous avons besoin de policiers partout, sur tous ces sites qui se relaient toutes les 2 heures. Nous venons d'arriver sur la rue McGill. Donc nous sommes littéralement à l'endroit prévu en ce moment. Y a-t-il souvent des entrées par effraction au milieu de la journée? Oui, vous seriez surpris. Entre 14 et 16 heures, il y en a plusieurs. Je souhaite que cette question soit réglée. Nous retournons à l'endroit principal. L'objectif est de rechercher toute personne ayant l'air de surveiller un lieu. Il s'agit de la police algorithmique, de l'avènement de la police algorithmique, qui s'infiltre dans tout ce que nous faisons. Les résultats obtenus par la police de Vancouver ne sont visibles qu'1 an après. Los Angeles dispose de systèmes de ce type depuis bien plus longtemps. Et ça a des conséquences inattendues. Les 50 pâtés de maison de Skid Row, à Los Angeles, constituent l'une des zones les plus surveillées des États-Unis. La plupart des 48 000 sans-abri y vivent. On y trouve également la Stop LAPD Spying Coalition, qui s'oppose à la police prédictive depuis 2009. L'une des façons de parler de la police fondée sur les données du système est de constater que certaines communautés sont surreprésentées dans les données. Par conséquent, ça crée une boucle de rétroaction pour les services de police de ces communautés. Skid Row se situe à proximité de certains des biens immobiliers les plus précieux de Los Angeles. Cette zone est bordée par le quartier des Arts et le centre-ville. Le système PredPol est appliqué à l'ensemble de la ville de Los Angeles. Grâce à des systèmes tels que PredPol qui analysent les données relatives à la criminalité, on peut déterminer une série de points chauds de 150 mètres carrés dans toute la ville, ce qui permet de déterminer les endroits où la police effectue des patrouilles. C'est donc ici que nous nous trouvons, n'est-ce pas? Alors nous avons demandé des documents publics pour savoir quels étaient les points chauds, ceux qui se trouvaient à la périphérie, à l'extérieur de Skid Row. Les habitants du quartier s'installaient, découvraient que quelqu'un de Skid Row dans le quartier et appelaient les flics.
L'idée est d'établir une frontière numérique où un habitant de Skid Row qui traverse une rue de Los Angeles où il y a des quartiers branchés, des bars et tout le reste va être jeté contre le mur et intimidé et va recevoir une contravention. Je vis à Skid Row depuis 15 ans et demi. Cela fait donc longtemps que je suis là et j'ai vu la situation évoluer. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où ce terrain d'une valeur incroyable est convoité par des promoteurs dans le cadre d'un processus d'embourgeoisement. Mais ce qui me dérange le plus, c'est la criminalisation déshumanisante des sans-abri. Pensez-vous que ces programmes de police prédictive en font partie? Oui, oui, absolument. Vancouver dispose de son propre Skid Row, le Downtown East Side. C'est l'un des quartiers les plus anciens et les plus résistants de la ville. Ses résidents ont survécu à des taux de toxicomanie et de maladies mentales parmi les plus élevés du Canada. Le fait de cibler les résidents à l'aide d'algorithmes n'aidera personne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On force le système à quitter cet endroit et à prendre la meilleure solution suivante. Parce que nous ne voulons pas que cela se produise. On ne veut pas qu'il y ait une occupation policière et militaire dans des zones qui ont des problèmes sociaux et sociétaux. Comment introduire l'éthique dans un tel système? On ne peut tout simplement pas le faire. Voilà le problème de l'apprentissage automatique. Il est impossible d'intégrer un sous-programme éthique à l'intérieur. Celui-ci traite les paramètres qu'un humain a décidé d'examiner et vous lui dites quel est son objectif final. L'intelligence artificielle permet de faire beaucoup de choses. Si nous réalisons que ce que nous faisons a un côté effrayant, nous ne devrions pas continuer à le faire. Effrayant. Est-ce que ça vous donnerait la chair de poule de vivre dans un quartier créé pour vous surveiller? Google a une société mère appelée Alphabet, qui possède une entreprise appelée Sidewalk Labs. Au cours de l'année 2017, Eric Schmidt d'Alphabet s'est rendu au Canada et a contacté Sidewalk Labs pour construire un quartier à Toronto à l'aide d'Internet. Ce serait bien si nous pouvions appliquer les techniques que nous connaissons en ville. Autant de choses que nous pourrions faire si on nous donnait une ville et qu'on nous en confiait la gestion. C'est tout à fait sérieux. Ils ont proposé une ville qui intègre Internet. Et si vous cherchez sur Google à quoi elle ressemblera, vous ne trouverez que des images qui évoquent les couvertures de romans de science-fiction des années 70. De toute évidence, Internet sera partout, et la société sœur de Google est en pleine campagne de relations publiques. Il est possible d'augmenter les espaces verts et la densité. Sidewalk Toronto constitue un nouveau type de communauté, ici même sur le front de mer de Toronto. Ici, nous étudions comment les nouvelles technologies peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie dans les villes. Vous avez devant vous une rue qui a été intégrée à 2 voies de circulation. Pour une rue de cette largeur, c'est sans doute trop. On peut donc imaginer que le week-end, on va l'utiliser comme une place. La rue deviendrait donc blanche et les bords seront barrés en rouge. Ou alors, le matin, elle devient une autoroute pour cyclistes, dotée de pistes cyclables qui peuvent vous indiquer la bonne direction et d'un passage pour piétons. Le concept qui émerge actuellement est celui de la ville adaptive, qui peut réagir de manière intelligente aux signaux recueillis sur la météo, le trafic et les individus. Je trouve que le fait que la ville soit plus réactive en temps réel est vraiment excitant et que les données peuvent rendre ça possible. Pensez-vous que vous pourriez donner des informations sur l'endroit où vous vous trouvez pour que la ville vous réponde d'une manière ou d'une autre? Je ne souhaite pas que Big Brother regarde derrière mon dos en permanence. Il faut donc faire preuve d'une grande finesse pour déterminer la quantité de données que je souhaite partager ou la manière dont ces données sont partagées. L'ensemble des données collectées est conçu dans le seul but d'améliorer le lieu pour les personnes et de réfléchir, dès le départ, à la manière de protéger la vie privée de chacun tout au long du processus.
J'ai une question. Comment comptez-vous collecter ces données? Elle variera en fonction de tous les types de choses dont nous parlons. C'est comme un magicien qui souhaite que vous regardiez ses mains. Mais que se passe-t-il de l'autre côté? On détourne votre attention. Parlons plutôt de bâtiments, de gadgets, de véhicules autonomes, tout ce que vous voulez. Mais ce qui se passe là, personne ne regarde, c'est qu'une infrastructure habilitante est en train de voir le jour. Cette infrastructure est mise en place dans les espaces physiques, à la maison, partout. Cela signifie que le monde entier est couvert par ce qui permet aux grandes entreprises technologiques d'établir leur modèle. Les villes vont collecter de plus en plus de données sur nous. Il n'y a rien de mal à ça. Ces données peuvent améliorer nos villes. Au cours des années 1800, un scientifique appelé John Snow a arrêté une épidémie de choléra en plaçant un point de données sur une carte à chaque fois qu'une personne mourait de la maladie. Grâce à la combinaison des données et de la carte, il s'est avéré que les pompes à eau contaminées étaient les coupables. Le combat pour les données dans nos villes concerne nos vies privées, mais aussi la privatisation. À l'instar des entreprises technologiques qui ont trouvé un moyen de monétiser nos salles de bain, la connexion de nos villes à Internet ouvre encore plus de possibilités aux entreprises. Il suffit d'imaginer le prochain Uber voulant payer plus cher pour les trottoirs où se tiennent le plus grand nombre de personnes, ou une nouvelle start-up voulant vous diriger vers le prochain banc public gratuit en échange de publicité. Ce processus a été défini comme comment créer une solution innovante dans les Portlands, alors que la question devrait être « Voulons-nous ce changement dans les Portlands ?» Les habitants veulent-ils ce genre d'expérience dans leur quartier? Est-ce un concept que quelqu'un se souvient d'avoir accepté? Il suffit de regarder l'état d'Internet. On a assisté à une centralisation massive, à la fois de l'infrastructure et des entreprises, qui forment sa colonne vertébrale. Il faut donc reprendre ces éléments et les reproduire dans le monde physique. Pour moi, c'est comme si vous alliez dans la mauvaise direction. Est-ce que nous sommes en train de privatiser les services d'infrastructure qui sont des biens publics? Personne ne répond. On me répond toujours, on y travaille, on est sur le sujet. Il me paraît bien qu'avant de faire quoi que ce soit, ce serait bien d'en parler et de répondre aux questions de la population, dès le premier jour, et pas après. La technologie et l'informatique n'ont rien d'intrinsèquement capitaliste, n'est-ce pas? Les gouvernements peuvent disposer de ces outils et ils peuvent avoir un service public qui sait utiliser ces outils et développer cette capacité au sein du gouvernement. En dépit de toutes les critiques, le projet Sidewalk Lab semblait inévitable. La ville du futur n'a-t-elle que deux choix? Un état de surveillance ou une expérience d'entreprise? La ville de Barcelone suit une voie médiane. Elle est devenue un leader dans la conception de villes intelligentes en rejetant le contrôle des données et en obligeant l'État à rendre des comptes. Nous voyons les données comme une autre forme d'infrastructure publique, exactement comme l'eau, l'électricité, les routes et l'air que nous respirons. Ainsi, ces données doivent être un bien commun pour les citoyens. Il faut nous éloigner du capitalisme de surveillance, intégrer une économie numérique où les données sont un bien commun, où les gens ont conscience de ce qui se passe avec leurs données et où ils sont au courant de ce que la société numérique peut leur apporter. À Barcelone, les données servent les citoyens. Citons par exemple le Smart Citizen. Ce capteur simple, imprimé en 3D, est distribué gratuitement au niveau local. Il a été installé un peu partout dans la ville pour collecter des données sur les émissions de CO2 et le bruit. Grâce à ces capteurs, les citoyens ont pu faire pression sur le conseil municipal pour qu'il mette en place des zones de tranquillité. Lorsque vous avez des données entre les mains, vous avez la capacité et le pouvoir de les utiliser. Smart Citizen a été lancé par le Fab Lab de Barcelone. Des machines et des personnes transforment des informations en objets, des bits en atomes. On se dit qu'il fallait faire un projet, une expérience, créer quelque chose. En tant que Fab Lab, nous pouvons réfléchir à des idées, mais nous pouvons aussi les construire et les tester. Nous allons donc créer des outils pour collecter et partager des données, et nous allons voir comment nous pouvons impliquer les gens dans le projet. Si l'on peut fabriquer à peu près n'importe quoi dans un Fab Lab, alors on peut fabriquer ce qui permet de fabriquer à peu près n'importe quoi dans un Fab Lab, n'est-ce pas? Ainsi, il est possible de fabriquer des machines qui permettent de fabriquer des machines qui fabriquent des machines. Plutôt que d'expédier des téléphones intelligents de Chine, on peut les fabriquer localement.
On peut créer quelque chose à Barcelone et le faire fabriquer n'importe où dans le monde. En 2014, la ville de Barcelone s'est engagée à produire localement tous les produits dont elle a besoin d'ici 40 ans. Vêtements, voitures, téléphones, tout. Ce que je veux, c'est que Barcelone soit la ville phare de la nouvelle révolution industrielle. Dans le cadre du projet Fab City, notre objectif est d'aligner ces Fab Labs comme une sorte de ressource de base afin d'amorcer la transition vers une production locale dans les villes, tout en fonctionnant comme un réseau ouvert et distribué à l'échelle mondiale. À ce jour, 28 villes se sont engagées à relever le défi que nous avons lancé à Barcelone en 2014. Cette mission est très claire. Essayons de faire en sorte que nous puissions vivre sur cette planète sans compromettre notre avenir. Chacun peut rejoindre le réseau Fab Lab en ligne. En produisant localement, ils sont convaincus de réduire les déchets et le coût en carbone du transport des matériaux à travers le monde. C'est urgent. Pour Anastasia, il s'agit d'inventer de nouveaux matériaux qui peuvent être créés de manière durable. Alors il y a différents matériaux, et si nous voulons fabriquer l'un d'entre eux, il suffit de suivre la recette. Voilà ceux qui contiennent des déchets alimentaires. Ceux-là sont fabriqués avec des grains de café, et ceux-ci à partir d'écorces d'orange. Peuvent-ils remplacer le plastique? Oui, Dans 20 ans, qu'est-ce que vous voulez que ça change? tout le monde part de la fast fashion. Alors pourquoi ne pas créer une mode super fast fashion? Tout simplement parce que les gens veulent acheter des vêtements. Alors si vous voulez faire des achats, il y aura peut-être un distributeur automatique qui vous vend un t-shirt en bioplastique. Vous pourrez porter votre t-shirt en bioplastique, comme Cendrillon, et ensuite, vous pouvez le jeter sans vous sentir coupable. Il faut seulement s'assurer que ce soit quelque chose qui ne nuit pas à la planète. Afin de concrétiser la vision de Fab City, à savoir des villes autosuffisantes d'ici 40 ans, nous devrons trouver des moyens de produire de la nourriture et d'établir une nouvelle relation avec la nature. Pour commencer, le Green Fab Lab a été installé dans le parc central de Barcelone. Il s'agit de fabriquer à peu près n'importe quoi et de cultiver à peu près n'importe quoi. Autonomie en matière de matériaux, de production alimentaire, d'énergie et d'eau. Il s'agit de comprendre ce que nous consommons et ce que nous produisons. Les Fab Labs représentent des endroits merveilleux pour créer et avoir le pouvoir de production entre les mains. Lorsque je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est l'endroit qu'il me faut, parce qu'il me donne la possibilité de m'impliquer dans mes propres projets et de le faire, vous savez, à un niveau assez avancé. Avec Smart Citizen, Jonathan et ses amis ont créé des ruches en libre accès. Grâce à un logiciel qui traduit les données des bourdonnements à l'intérieur de la ruche, les apiculteurs peuvent surveiller la santé des abeilles. Il est possible de télécharger tous les fichiers, de les placer sur une machine à commande numérique et d'en construire un soi-même. Pas de vis-à-vis, pas de colle, il suffit de l'assembler. La population d'abeilles est en train de perdre son habitat. Elles sont gérées, très gérées. C'est donc intéressant de les laisser faire ce qu'elles veulent, de les observer, de ne pas chercher à maximiser leur production, mais de travailler avec elles, de façon un peu plus lente. Au moment où j'ai entrepris de découvrir l'évolution d'Internet, je n'imaginais pas un instant que je serais accroupi dans la terre en train d'observer une ruche d'abeilles. C'est fou, mais sans doute pas autant que ce que l'Internet of the Things aurait semblé à quelqu'un vivant il y a 30 ans. C'est le début de quelque chose. Si l'on regarde ce magnifique endroit dans les montagnes, au milieu de Barcelone, on dirait qu'il est trop petit pour alimenter une ville entière. Est-ce que ça vous donne une idée de ce à quoi il ressemblera à l'avenir? L'aspect le plus difficile des transformations auxquelles je crois que nous participons n'est pas de se projeter dans les 50 prochaines années, dans le cas de Fab City, mais plutôt de voir ce qui se passera dans les 2 prochaines années.
À quoi ressemble la transition? Nous n'avons utilisé le pétrole que dans une très faible proportion. Donc oui, nous pouvons imaginer un avenir sans pétrole. Mais le problème est de commencer à le construire maintenant. Je crois que c'est là le principal défi. Nous devons mettre en place la transition, ce qui est suffisant pour élaborer des visions pour l'avenir. Structure, engagement et déclaration. Exactement, je pense que c'est suffisant. C'est juste une excuse pour avoir un calendrier. Il s'agit maintenant de le construire. Il m'arrive de m'écouter et de me dire « c'est tellement naïf ». Mais en même temps, je me demande quelle autre solution j'ai. Allons-y, faisons-le, d'accord? Dans les débuts d'Internet, il n'y avait pas de modèles commerciaux, pas d'utilisateurs à capter, pas de données à exploiter. La raison d'être du web était inscrite sur son premier logo, juste les mots « Partageons ce que nous savons ». Ce que j'ai vu à Barcelone était le premier pas vers l'utilisation de cette invitation à partager les connaissances pour résoudre les plus grands problèmes qui se posent à nous. Selon le groupe d'experts des Nations Unies sur le changement climatique, il nous reste 11 ans pour transformer le monde. Nous avons atteint le mode catastrophe. Nous sommes à l'ère de la résilience. Est-il possible de le faire dans quelques années? Nous avons mis en œuvre toute la première révolution industrielle en 30 ans, mais il faut maintenant se réveiller. Et la révolution numérique va nous y aider. Si Christina reste fidèle à sa mission, elle aura le pouvoir d'améliorer la vie de millions de femmes. De plus, sa promesse de respecter leurs données pourrait s'avérer plus rentable que la vente de celles-ci. En s'engageant dans la production de masse en Chine, elle a acquis un élément qui lui permet de rester honnête et qu'elle n'avait pas auparavant, les utilisateurs. Oh, voici mon keg. Ah non, je ne vais pas le faire. J'ai l'application Keg ici. Voilà mon graphique. Je crois que Christy va réussir parce que le monde compte 51% de femmes et qu'il y a si peu d'investissement dans notre santé. La connaissance, c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps d'attendre et tomber enceinte, Dieu sait quand. J'ai 39 ans et pas de temps à perdre. Christina a lancé une campagne de crowdfunding qui s'est terminée en moins de 2 jours. Elle a reçu suffisamment de commandes pour passer outre Amazon et vendre directement aux femmes qui avaient besoin de son produit. Le nombre de femmes ayant réservé sur notre liste d'attente s'élève à environ 4000 à l'heure actuelle. En quelques semaines, c'est donc assez fou. Quant à l'autre alternative que vous avez sur le marché en ce moment, elle ressemble à ça. C'est dingue. Bonne chance. La technologie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, notamment Internet. On peut l'utiliser pour créer des choses d'une manière nouvelle, ou on peut concevoir des choses qui se servent de nous. En revanche, il s'agit d'un grand pas en avant pour l'humanité. Parce que nous pouvons maintenant imaginer l'ensemble de la race humaine se connectant les uns aux autres, virtuellement et physiquement. La famille humaine est en train de se réunir. Notre génération, cette époque, sera considérée comme un grand tournant pour l'humanité. À présent que nous sommes tous concernés, la véritable histoire commence. Il me semble que nous sommes les enfants d'Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Cet autre Internet n'a pas disparu. Il est là, mais nous regardons ailleurs. Clique juste pour commencer à filmer. Rêver de l'Internet que j'ai connu dans ma jeunesse est une sorte de mauvaise éducation. Parce qu'Internet n'apportera rien de bon à ces personnes. Ils se plaignent du fait que le télégraphe était cool. Toutes ces préoccupations à propos d'Internet, c'est vraiment de la vieille école. Parce que pour elles, c'est juste la vie. Où avez-vous trouvé ces images? Vous savez, sur Google. Je dirais à la personne qui affirme qu'Internet va ruiner le monde, vous avez peut-être raison, mais j'espère que vous avez tort. J'espère que ça sera le cas. Peut-être que mon Internet devient vieux et ennuyeux, mais ton Internet peut devenir tout autre chose.
everything, everything. Everything, everything. Everything, 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 everything, everything.